Bonjour chère Evelyne, nous sommes très heureux et honorés de te recevoir aujourd'hui sur la chaîne Piotr Phoenix, où nous allons inaugurer avec toi une nouvelle série d'émissions intitulée « La voix du cœur ». Nous avons la joie de te recevoir à l'occasion de la sortie de ta biographie « Mémoire de mes amours inconditionnels, hymne à la vie » et te remercions sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à tous, chers amis, qui nous rejoignez sur cette émission. Nous sommes Didier et Berry, et nous avons fait le choix de ne pas apparaître à l'écran pour que toute la lumière soit mise sur notre invité. Ma chère Evelyne, comment te présenter, sinon en disant que tu es la présidente des petits citoyens pour les enfants de 7 à 11 ans. Présidente de conscience et présence pour développer la présence divine en chacun. Ambassadrice de paix depuis 2005 pour la Fédération mondiale pour la paix dans le monde. Et grande actrice et comédienne. Tu as tourné dans une vingtaine de films, dont le célèbre Hibernatus avec Louis de Funès. Tu as joué dans 25 pièces de théâtre, dont Boing Boing, ou encore participé à une centaine d'émissions télé. Tu as travaillé avec les plus grands de ton époque, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Et nous pourrions nommer parmi tant d'autres Michel Bouquet, Francis Blanche, Jean Marais, Louis Verneuil, Jean Poiret, Michel Serrault, Jean Giraud, Édouard Molinaro, Roger Hanin, etc. Et on va s'arrêter là car la liste est très longue. Ton talent a été récompensé par la médaille d'officier des arts et des lettres. Nous vous proposons de regarder un court extrait de la cérémonie au moment où la médaille t'a été remise le 1er mars 1990. Vous avez honoré la France par votre talent, vous avez honoré le théâtre par votre grâce. Vous avez créé un public fidèle, des amis encore plus fidèles, et c'est tout cela que, avec l'amitié, avec le symbole de la France, que représente particulièrement la présence du Premier ministre, eh bien c'est tout cela que nous décorons ensemble, et ce soir, et je vous remercie de cette occasion pour le Palais des Affaires étrangères de célébrer une fois de plus l'art et le théâtre. Evelyne Dassas, nous faisons Chevalier des arts et des lettres. Je sais pas, est-ce que tu as une réaction? Est-ce que c'est un souvenir très très fort, là, cette émission? Très émouvant, très émouvant. Le ministre était plus émouvant encore que moi parce qu'au lieu de me nommer officier, il m'a nommé chevalier. Alors j'étais nommé officier. Il était très très ému. Il y avait à cause de la présence de Michel Rocard, simplement. D'accord. Alors ensuite, tu as participé à la création de la section culture du Parti socialiste. Tu as bien connu Roland Dumas, François Mitterrand, Michel Rocard et bien d'autres. Tu as été conseil en relations publiques et humaines au contact de grandes entreprises, d'institutions et de collectivités locales. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as eu une vie professionnelle et personnelle très riche en rencontres, et ce n'est pas fini. Pour nous, tu es le parfait exemple, par ton vécu, ton parcours, tes rencontres, d'une personne qui a su parfaitement allier sa réussite professionnelle à sa quête spirituelle, que tu as toujours placée au cœur de tes préoccupations et de tes actions. Aimerais-tu compléter cette présentation pour nos amis qui nous suivent? Oui, avant toute chose, je voudrais dire que j'ai pu prendre conscience à l'écriture de mon livre que réellement c'était ma mission d'âme que je suis venu accomplir sur cette terre. Et donc c'est grâce à ça que j'ai pu avoir toutes ces rencontres absolument incroyables qui pour moi n'étaient pas du tout préméditées, si je puis dire, et qui m'ont permis de grandir et de me nourrir pour pouvoir réaliser pleinement cette mission d'âme que j'étais venu accomplir. Et pour cela, je voudrais emporter le témoignage et surtout remercier toutes celles et ceux dont j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer, même dans les moments les plus difficiles de ma vie, les épreuves les plus dures, mais j'ai pu les surmonter grâce à une seule chose, la foi qui me portait de toute éternité. Et effectivement, on y reviendra un petit peu plus tard, Evelyne. Et commençons par le commencement, justement. Si tu le veux bien, en évoquant ton enfance.
Donc, très jeune, tu écris que tu as eu des perceptions ou des signes paranormaux, tu voyais des lumières colorées. Pourrais-tu nous en dire un peu plus au sujet de ces phénomènes spirituels et à partir de quand tu as compris le véritable sens de ta vie incarnée sur Terre? Car n'oublions pas que tu es venu avec un nom prédestiné, Christodoulou, qui signifie serviteur du Christ. Voilà, c'était le cadeau de mon père. Et puis, il y a eu le cadeau de ma mère pour me donner la naissance. Et déjà, ça a commencé même le jour de ma naissance, proprement dit. Car le jour de ma naissance, qui était un jour particulier, eh bien, j'ai été promenée dans cette grande clinique parce que j'avais des signes prémonitoires en étant nez coiffé, comme on dit, c'est-à-dire avec le placenta sur la tête et des grands cheveux noirs qui me descendaient jusqu'aux épaules, ce qui avait ébloui et interpellé la sage-femme. Et donc, elle m'a décidé de me promener dans toute la clinique et pour me finir endoyée par le prêtre avec des huiles saintes dans l'église de la chapelle. Donc, c'était déjà le premier signe d'une grande protection pour moi, dont j'ai pris vraiment encore conscience et dont ma mère n'aurait pas arrêté de me répéter tout au long de sa vie, tellement cet événement l'avait marqué profondément. Oui. Et mon père aussi avait été justement donc ce lien entre les deux, le père et la mère, des êtres un peu de lumière qui m'ont guidée. Grâce à eux, j'ai pu devenir cet être-là. Oui, effectivement, comme tu écris dans ton livre, que tu considères vraiment ton papa comme ton guide durant tes années d'enfance et durant ton orientation professionnelle et d'une certaine manière vers ton engagement politique. Et à ce sujet, nous vous proposons un court extrait de l'émission Instant de vie de Malgosia Debowska qui a été enregistrée fin 1990. Et ça te permettra peut-être de nous donner plus d'évocation au sujet de ton papa et des autres membres de ta famille. On regarde ce court extrait. Avec plaisir. Et puis mon père, qui était un artiste, un grec, un personnage hors du commun aussi, qui a beaucoup marqué ma vie, dans mes choix. Car après des études assez brèves, grâce à lui, parce qu'on a eu une vie un peu difficile, de part de leur situation personnelle, eh bien, on a décidé que vers l'âge de 14 ans, j'étais très douée pour le spectacle, parce que j'avais fait du spectacle à l'école, je faisais un tas de choses. Et bien que mon père m'a dit, je suis d'accord que tu fasses une école. Moi, j'aurais préféré faire de la danse classique, mais ça, avec mon physique, il n'en était absolument pas question. Puis la danse classique, il faut commencer quand on est bébé. Donc, c'était pas du tout la façon de faire les choses. Et donc, il m'a dit, écoute, lui qui était un grand diplômé, puisqu'il a fait des beaux-arts et qu'il a été diplômé des beaux-arts, m'a dit, je vais t'inscrire au conservatoire d'art dramatique. Alors bon, j'avais jamais appris de scène de ma part, à part avoir joué à l'école, bien entendu, comme toutes les petites filles, en classe, on jouait des spectacles. Et donc, j'ai dit, oui, ça serait formidable, effectivement, bon. Et là, encore un petit miracle qui s'est produit. C'est-à-dire que mon père avait des amis, des relations, et qui connaissait le directeur du conservatoire. Il a dit, je vais vous présenter. Je suis allée rencontrer le directeur du conservatoire, qui m'a dit, mais mademoiselle, vous êtes beaucoup trop jeune, à 15 ans, attendez, les gens rentrent ici, ils ont même 20 ans. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, il faut apprendre d'abord à jouer la comédie, il faut avoir un professeur. J'ai dit, je vais avoir un professeur. Donc voilà ce court extrait. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous? Bien oui, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir ce merveilleux professeur qui est mon ami Jacques Serres, qui était grand sociétaire de la Comédie Française. À l'époque, il venait juste de rentrer au conservatoire à la Comédie Française et j'étais sa première élève. Donc, s'il avait beaucoup marqué d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, il m'en parlera encore tellement son implication avec moi, elle avait profondément marqué. Parce que donc, il m'a appris à jouer la comédie pendant toute une année pour pouvoir me présenter aux trois tours du conservatoire. Et donc, ce que j'ai fait, bien entendu, j'ai fait mes trois tours du conservatoire, 3 épreuves les unes derrière les autres. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, pour entrer au conservatoire, il y avait plus de 1000 candidats pour 10 places de femmes et 10 places d'hommes. Et j'ai eu grande chance, d'être parmi les 10 femmes. Et voilà, donc j'ai pu être à ce moment-là rentrée pour ma première année au conservatoire avec le grand patron, comme on disait, qui était René Simon, grand professeur de théâtre et de cinéma qui a formé les plus grands acteurs au théâtre et au cinéma. Effectivement. Alors, si on continue à évoquer un petit peu tes passages de vie, on peut dire que la vie ne t'a pas épargné et que tu as eu ton lot d'épreuves difficiles à vivre, particulièrement sur le plan affectif avec tes amours contrariés, comme tu l'expliques dans ton ouvrage. Et on pense surtout à ton grand amour, Michel Bouquet, pour ne pas le nommer.
qu'est-ce qui t'a aidé à te relever de ces épreuves? Toujours la seule chose et unique, la foi. C'est toujours la foi qui m'a guidé depuis toute ma vie, parce que moi, je pense que j'ai eu des incarnations multiples bien avant, et j'ai été nourri par cette foi depuis des millénaires, et depuis très longtemps, pouvoir me donner la possibilité, la force, l'énergie de les combattre. Et j'étais même, disons, porté indépendamment de moi par cette foi qui me dépassait quelque part et qui me faisait faire les choses, même dont je n'étais pas consciente quelque part. Mais je le faisais quand même. Donc c'est ça qui m'a permis de pouvoir passer à travers toutes les épreuves d'une manière, je dirais, presque magique, malgré la douleur qui a été vraiment très très difficile. Donc c'est ça qui m'a porté, uniquement la foi. Et avec Michel Bouquet, ça a été parce que c'était une grande rencontre d'âme avec Michel, que je ne savais pas. J'ai découvert au fil du temps. C'était ma femme jumelle. Donc c'était pour ça que lui comme moi, on avait quand même 15 années qui nous séparaient d'âge, et donc c'est bien ça qui faisait que on était, lui et moi, sur deux choses différentes au niveau de l'âge d'une part, mais au niveau de la connaissance et au niveau de notre parcours personnel. Et donc lui, il en était avec une vie à un moment qui était un peu difficile aussi pour lui dans sa vie personnelle à ce moment-là, et moi je débarquais dans ma vie nouvelle, et donc ça a été un coup de foudre absolument inouï entre lui et moi, par un regard. On s'est regardé pendant que je jouais cette pièce avec lui, qui était la Parraine de Blois, et qu'on jouait au festival de Blois, et on s'était retrouvés un jour dans des visites comme ça au château de Blois, dans une tour avec tous nos amis qui étaient là, parce que Michel avait profité de ce passage là-bas pour pouvoir nous emmener faire des visites au château, et ce qu'on faisait régulièrement tout le temps. Et à un moment donné, un jour, il nous emmène au château d'Amboise, et on nous retrouve au-delà de la visite normale, avec un guide au sommet d'une tour magnifique. Et pendant que le guide nous expliquait la beauté du paysage, la beauté de l'histoire qui reliait ce château, Michel et moi, je ne sais pas pourquoi, on se regarde d'une manière incroyable, et ça devient un coup de foudre absolument bouleversant. C'était comme s'il était rentré en moi jusqu'au bout de mes pieds, et ça a été vraiment cette connexion, vraiment c'était une fusion d'âme à âme qui s'est trouvée à ce moment-là. Et donc je n'ai pas pu l'expliquer bien sûr sur le moment, mais ça a été d'une telle force que lui comme moi j'étais complètement ébloui, mais lui ça l'avait tellement frappé que le soir même il ne voulait plus me parler jusqu'à la fin de la pièce. Et c'est après que j'ai pu comprendre que, bien entendu, avec les lettres que j'ai mis dedans, que lui il voulait pas pour l'instant se déclarer, et qu'il a mis 3 ans à m'avouer véritablement son amour et toute sa tendresse et tout ça, à travers les lettres que j'ai pu avoir le bonheur de conserver et de transmettre, pour que les gens comprennent bien comment les choses se passent au niveau des rencontres comme ça, aussi magiques. Car la rencontre avec Michel Bouquet a été magique. Mais c'est en l'écrivant vraiment que j'ai pu revivre à chaque instant la force de cette rencontre, dans toute sa beauté, dans toute sa force, dans toute son énergie, et dans toute sa puissance, et dans toute aussi sa douleur qui en découlé. Absolument, absolument. Tu as évoqué tout à l'heure un certain nombre de réincarnations. Il y en a une en particulier. Est-ce que tu pourrais nous la dévoiler, celle qui remonte à... Oui, je peux vous dévoiler celle qui porte le nom du Christ, celle que j'ai vécue il y a 2000 ans. Voilà. Où j'ai su, avec des grandes confirmations, que j'avais été l'incarnation de Claudia Procula, qui était la femme de Ponce Pilate. Et cette femme, qui a été décrite par beaucoup de gens, dont Piotr d'ailleurs, dont on parlera j'espère tout à l'heure, était une femme qui était vraiment complètement dévouée au Christ, bien entendu, et qui a tout fait toute sa vie pour pouvoir faire en sorte que son mari ne le condamne pas, cet être dont elle était complètement adombrée par cette lumière et cet amour qu'il dégageait. Et j'ai gardé de ne pas pouvoir le faire une grande force qui m'a fait de me donner que j'étais pas du tout apte à transmuter cette force, et en garder une culpabilité devant toutes mes vies jusqu'à maintenant. Et ce n'est que dans cette vie-là que j'ai pu la comprendre. Et cette foi m'avait été remise par le Christ, ce que j'ai su plus tard, c'est quand j'étais allé le voir avec Marie-Madeleine, il était là pour lui dire, et j'ai tout fait, maître, pour faire en sorte que mon mari le fasse pas, et tout ça en pleurs, dans un état vraiment de syncope, presque je suis tombée en syncope, que le Christ avec Marie-Madeleine m'ont relevé, et en me relevant,
il a dit à Marie-Madeleine, je lui ai remis sa foi. Et ça, voyez-vous, ça c'est un moment, même encore maintenant, je ne peux même pas le dire, sans en éprouver une immense joie, une immense remerciement, une immense gratitude, voilà. Et j'aimerais rendre hommage à cette femme extrêmement forte pour cette époque. Comme tu le sais très certainement, Piotr Fénix a écrit un scénario pour un long métrage racontant la venue du Christ sur la terre, bien sûr. Voilà, et qui était vraiment dans une version plus ésotérique que ce que l'on connaît habituellement, qu'il avait nommé l'homme Dieu. Bien sûr. Et si tu me le permets, j'aimerais bien partager avec toi et nos auditeurs les quelques répliques qu'il avait données justement à Claudia Procula pour montrer cette femme, sa force et sa foi. Et il y a donc le premier passage quand Claudia sort discrètement du palais de Ponce Pilate pour aller écouter l'enseignement donné par le Christ à tous. Et elle se retrouve alors aux côtés de Lucius Quintilius, un autre personnage très fort, un soldat romain qui se convertira immédiatement aux valeurs christiques. C'est le soldat romain. Oui, tout à fait. Voilà, avec la fameuse lance. Et en fait, finalement, vous avez été ensemble dans toute votre démarche vers la lumière, vers le Christ, en tout cas dans le scénario. Donc vous êtes toujours ensemble et à un moment donné, Lucius voit Claudia et lui dit « Claudia, toi, ça n'est vraiment pas prudent d'être venue ici ?» Et Claudia lui répond « Il fallait que je voie cet homme, j'ai rêvé de lui cette nuit. » Et au cours d'une autre séquence, elle vient écouter le Christ, toujours avec Lucius, et elle vient boire, se nourrir aux paroles saintes du Christ. Et à la fin du discours, Lucius lui dit « Il n'y a plus rien à voir, il est temps de partir. » Et Claudia de répondre « Cet homme est un saint. » Et dans la fameuse séquence, au moment où Pilate doit choisir entre gracier ou condamner le Christ, Claudia use de son intelligence pour tenter d'influencer son mari. Et dans les didascalies, on peut lire « Claudia se penche à l'oreille de son mari pour demander la grâce de Jésus. Elle a fait un rêve la nuit dernière qui l'a beaucoup fait souffrir. C'est la raison de son intervention, en plus du fait qu'elle soit entièrement conquise à ses idées. Et Claudia dira à Ponce Pilate « Tu ne vas pas le condamner, n'est-ce pas? Cet homme est un saint. » Pilate répondra « Tu entends le public ?» Et Claudia dira « Mais c'est toi le maître ici. » Et finalement, alors que le Christ a rendu l'âme, Lucius dit « Il est mort royalement, comme il a vécu. » Claudia s'approche de Lucius. Ils ont été tous les deux conquis par la même force d'amour cosmique. Et Claudia dira « Cet homme est Dieu. » Voilà, comme le montre l'histoire, Claudia fut un de ces rares personnages, avec les Maries et le jeune Saint Jean, à avoir pu rester au pied de la croix et avoir accompagné le Christ jusqu'au bout de son incarnation sur terre, de quoi marquer une âme à tout jamais. Donc effectivement, on peut se demander aujourd'hui, et tu as partiellement répondu à la question, est-ce que ta présente incarnation est la continuité de l'incarnation que tu as eue en tant que Claudia Procula? Tout à fait. Ah oui, je suis là pour pouvoir continuer son enseignement et sa parole, et son amour et sa lumière, absolument. Et toutes mes rencontres n'ont fait que me porter vers ça, à tous les niveaux. Ah oui, non, c'est magnifique. C'est quand même pas par hasard que je suis revenu en portant son nom. Oui, tu vois, c'est quand même très fort, quand même. Oui. C'est sûr. Surtout qu'une question, est-ce que Christodoulou est un nom de famille courant en Grèce? Ou c'est assez exceptionnel? Non, c'est assez exceptionnel. Non. Donc, non, c'est assez une raison de plus. Non, il y en a, mais pas beaucoup. Non, il y en a, mais pas beaucoup, pas du tout. Effectivement. Alors, si nous revenons maintenant à tes amours au cours de cette incarnation présente, tu parles de Michel Bouquet comme étant ta flamme jumelle, tu l'as évoqué tout à l'heure, alors que tu qualifies Jean Marais plus d'âme sœur. Est-ce que tu pourrais nous dire la nuance que tu fais entre les deux? Pour moi, d'après ce que beaucoup de gens m'ont dit et qui sont dans une grande spiritualité, moi je pense qu'on n'a qu'une flamme jumelle, mais on a plusieurs âmes sœurs. Plusieurs âmes sœurs au cours de nos vies précédentes. Donc, Jean Marais, avec lequel j'ai eu une vie, dont je sais très bien laquelle,
avec lequel j'ai été mariée, pour moi, c'est une âme sœur. Donc, on a eu plusieurs, oui, mais une en particulier. Et c'est vrai que je le reconnais comme âme sœur. Et c'est pour ça qu'on a eu ce lien très, très immédiat avec lui aussi, comme un coup de foudre aussi, pareil. Ça a été mais pas pareil. aussi fusionnel qu'avec Michel Bouquet. Pareil. Pas aussi fusionnel. Ah, pareil, d'accord. Oui, pareil, c'est pas aussi fusionnel sur le plan du cœur, mais c'était une rencontre tout de suite immédiate, parce que le jour où je le rencontre pour la première fois, alors que je suis arrivé plus tard pour tourner ce film, lui, il était déjà avec toute l'équipe sur le film en Israël, et à ce moment-là, on me disait, on va te le présenter ce soir, bien entendu, et le metteur en scène avait dit à Jean Marais, c'est Evelyne Dassas, et elle fait le rôle parce que vraiment, elle voulait absolument le faire parce que vous êtes dedans. Donc, en rencontrant tout le monde, il avait organisé la soirée pour me présenter à tout le monde parce que je n'avais pas pu faire le voyage avec toute la troupe. Et le soir, en arrivant, Jean Marais se présente à moi et il me dit, bien entendu, vous dînez avec moi ce soir. Et ce soir, ça a été tous les soirs jusqu'à la fin du tournage. Effectivement. Et ça a été un très, très grand moment tous les deux. Et ça a continué tout au long de sa vie, bien entendu. Ça a continué jusqu'à ce qu'il parte. Jusqu'à ce qu'il parte, oui, tout à fait. Alors, tu précises aussi dans ton livre la nature du cadeau d'adieu que Michel Bouquet t'a fait. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ah oui, parce que bon, ouais, là on fait un petit saut un peu quantique, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Donc Michel voulant me voir pour la dernière fois pour me signifier cette rupture entre lui et moi, parce que cette vie était tellement insupportable entre sa femme qui lui faisait une vie terrifiante, impossible, incroyable pour lui, devant son émotivité et sa sensibilité qui était exacerbée. Il ne pouvait plus supporter cette situation et il était tiraillé entre elle qui lui faisait une vie d'enfer et moi et mon amour pour moi. Donc il n'avait pas eu la force de se dire c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, et il avait décidé de faire une rupture et en me disant Evelyne, ça sera ni elle ni vous, mais je vous quitte toutes les deux. Et en me quittant toutes les deux, moi bien entendu j'étais dans un état comme vous l'imaginer, mais il m'a dit pour conclure, je vais vous faire un cadeau parce que je pense que c'est ce qu'il faut que je vous fasse. Et il sort d'une très belle boîte un très très beau miroir en écaille et il m'offre ce miroir. Et je n'ai vraiment compris toute la portée de ce miroir qu'en écrivant mon livre. Car en définitive, le miroir, c'est quoi? C'est le miroir de l'âme. Et c'était notre âme et la sienne. C'était pour nous dire qu'on était d'âme à âme. Et c'était pour ça qu'il m'a offert ce miroir. Et j'en ai pu comprendre toute la portée en le revivant et en l'écrivant. Effectivement, ce livre est une forme de catharsis finalement. Tout à fait. Oui. Et alors justement, Evelyne, à quel moment est-ce que tu as pris conscience que les épreuves que tu as dû traverser t'ont été utiles pour la réussite de ta mission de vie? Écoute, je ne peux pas dire qu'il y avait un moment particulier où j'en ai pris conscience. Je me laissais porter, c'est ce que je disais. À chaque fois que j'avais des épreuves, je me laissais porter. Parce que dans la vie, on n'est fait que de choix. On va d'un côté ou on va d'un autre. On fait des choses bien ou des choses mal en fonction de notre sensibilité, en fonction du moment passé. Et moi, je pense que j'étais guidée parce que j'ai, à mon avis, toujours fait les bons choix. Comme j'ai fait avec François Mitterrand, à un moment donné qui a été capital pour lui. Et je sais que c'est le choix qui a permis que je réalise cette mission que je m'étais donnée depuis le début, dans laquelle je m'ai toujours dit depuis que je suis enfant, cette fois-ci, je vais réussir. Cette fois-ci, je vais réussir. Et réussir quoi? Réussir la mission de mon âme. C'est ça qui m'a porté au-delà de moi, au-delà de ma conscience, au-delà de ma compréhension complète. Oui. Si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu. Il n'y a pas un moment particulier. Mais c'est au fur et à mesure. Et en finalisant l'écriture de mon livre, vraiment, j'ai pu, en retraçant toute cette vie, en comprendre vraiment toute l'importance, tous les schémas qui se sont déroulés pour que j'y arrive en réalité. Et ça, c'est magnifique, ça c'est unique. Moi, je souhaiterais que tout le monde puisse, à la lecture de ce livre et à retracer leur propre vie personnelle pour se poser les bonnes questions, pour savoir pourquoi ils sont venus sur cette terre et qu'est-ce qu'ils ont à y faire en définitive. Et ça serait vraiment un très grand cadeau parce que je pense que chaque âme qui vient est unique. Et donc, elle vient pour qu'un seul travail, être à l'image de son créateur. C'est tout ce qu'on vient faire ici sur cette terre. On ne va pas faire autre chose, malheureusement. C'est comme ça. Absolument, absolument. On passe à un autre volet de ta vie. Oui, tout à fait. Nous allons maintenant aborder, si tu le veux bien, Evelyne, ton rôle dans le monde politique. Tu as été rapidement introduit dans le monde politique et tu es devenu proche de François Mitterrand, comme tu viens de le dire, mais surtout de Michel Rocard. Est-ce que ton rôle
est-ce que ton rôle en 1964 dans le film Comment épouser un Premier ministre a été d'une certaine façon prophétique? Non, là, je pense que c'est vraiment un petit clin d'œil de l'univers, comme je vous disais, parce que là, non, absolument pas. Ni de près ni de loin, je m'étais imaginé un jour ou l'autre que j'allais rencontrer ces deux personnages. Parce que vraiment, ni intellectuellement, ni politiquement, ni spirituellement, ils étaient dans mon état dans mon champ de vision. Mais c'est parce qu'il fallait absolument que je les rencontre. D'abord parce que tous les deux, l'un comme l'autre, on avait des vies antérieures en commun. Et voilà. Et ça continue. La boucle est bouclée. Aussi bien Michel que François. Et oui. C'est ça. Donc voilà. Donc il fallait que je fasse ça et que je sois là aussi pour un moment donné important pour la France, que je puisse les rassembler tous les deux. Ce que j'ai fait et que je décris dans mon livre. Oui, oui. Par rapport à la prise de pouvoir que Michel voulait faire contre François Mitterrand et que j'ai été négocié avec Mitterrand. Voilà. Et justement, donc comme tu viens de le dire, ton implication dans le monde politique a été importante. Ton destin t'a amené à y œuvrer pendant de nombreuses années, dans lequel tu as introduit, donc dans ce monde, c'est Roger Hanin qui t'a un peu introduit. C'était le beau-frère de François Mitterrand, faut-il le rappeler. Tu as cheminé aux côtés de François Mitterrand et de Michel Rocard pour faire avancer les valeurs de progrès, d'humanisme, de dignité, de respect, de cœur, dans notre pays en y remettant l'humain au cœur de toutes les préoccupations. As-tu l'impression qu'il y a réellement eu des prémices mises en place? Oui, on a semé des belles graines, ça c'est sûr. Vis-à-vis de même encore des gens que je rencontre encore, qui se souviennent très très bien de ces moments, et les graines sont bien ensemencées. Maintenant, elles demandent qu'à pousser, mais je pense qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe sur un plan cosmique et sur un plan ésotérique, sur un plan de cette époque particulière que nous devons traverser et qui est déjà programmée depuis des millénaires, donc je pense que les graines ont été semées et que c'est justement ça qui a fait qu'aujourd'hui, eh bien, quand le réveil va se faire, et l'éveil encore mieux, ça sera absolument formidable. Et donc, je pense que j'ai été un petit peu au niveau de certaines personnalités, un peu un embryon de cette, je dirais, récolte, j'espère, bonne récolte de la lumière et de l'amour international. Et tu as beaucoup été impliqué dans la dimension culturelle du Parti socialiste. Selon toi, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Oui, non. Enfin, je ne veux pas t'impliquer. On a créé la section culture parce que c'était notre façon à nous, Roger, moi et certains d'autres comme Marc Percadier, comme Marcel Amont, comme tout ça, comme le fils de Reggiani. On était tous ensemble pour pouvoir se dire il faut que la culture change parce qu'il faut vous rappeler qu'à cette époque-là, on a fait les radios libres, on a pu faire plein de choses avec Mitterrand. Donc, il fallait installer un autre système de culture, vraiment beaucoup plus ouverte vers tout le monde. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à créer cette section culture pour pouvoir apporter un maximum de communication et de beauté dans ce monde culturel qui était vraiment pas à l'époque vraiment ouvert à ça, pas du tout. Oui, il y a un vent de liberté qui a soufflé là à ce moment-là, donc c'est vrai qui a soufflé fortement avec les radios libres, avec tout ça, ça a été vraiment formidable. Il y a un vrai vent, il a soufflé. Donc on était content d'y participer et d'apporter notre pierre à cet édifice culturel magnifique. Oui, magnifique effectivement. Force est de constater que nous avons de plus en plus de mal aujourd'hui à nous retrouver dans notre classe politique. Le nombre d'électeurs qui votent blanc explose. Nous voyons bien qu'il y a une défiance croissante envers notre classe politique et ses divers partis qui, pour la plupart d'entre eux, ne comprennent plus les besoins et aspirations des Français. Selon toi, que manque-t-il à la classe politique actuelle? Quels conseils, recommandations ou suggestions donnerais-tu aujourd'hui à nos politiques? C'est un vaste projet, c'est une question de conscience d'abord, toute chose, c'est une question de conscience. Là, on est dans un grand mouvement cosmique, donc il faut se dire que tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment fait partie d'un plan cosmique quelque part. Donc c'est faire pour que les êtres se réveillent et s'éveillent à autre chose. Tout est juste quelque part, hein, mais malheureusement pas de monde en prend conscience. Donc pour l'instant, il y a des hommes et des femmes qui œuvrent absolument que je connais, qui sont dans la police, pour pouvoir faire en sorte que le moment venu, ils pourront sortir de l'ornière, comme mon ami Rémi Daillet et bien d'autres encore, comme Philippot, comme certains, qui œuvrent depuis très longtemps pour pouvoir faire en sorte qu'une nouvelle
société, une nouvelle conscience émerge de cette politique qui n'est plus de mise, qui est complètement obsolète et qu'il faut absolument qu'aujourd'hui l'être humain se retrouve dans le partage, dans la communion, dans l'unité. C'est évident, c'est évident. Et au vu de l'échec des politiques à véhiculer les valeurs de dignité, de paix, de respect, penses-tu que l'avenir se situe dans les groupements qu'on pourrait appeler individu-groupes, qui se créent de plus en plus et tentent, par les réseaux sociaux notamment, de répandre, de rayonner une autre vision du monde? Bah oui, ça correspond absolument à ce que je t'ai dit, absolument. Ils sont en train de travailler pour ça, pour le nouveau rayonnement du monde et de la France en particulier. Parce que la France, elle a un rôle absolument, moi je le sens profondément, à jouer comme elle l'a joué depuis, d'ailleurs, si on relit l'histoire, elle l'a joué depuis très longtemps dans toute l'histoire de l'Europe, dans toute l'histoire depuis très longtemps, de faire en sorte que la France sorte elle-même. On m'a toujours dit que de la France va sortir la lumière. Et là, on est vraiment plus que dans l'ombre. Là, on est vraiment au fond du fond. Là. Donc, on ne peut que faire en sorte que les bonnes émergences ressortent parce qu'elles sont là. Les graines sont dans le sol. Elles ne demandent qu'à s'épanouir. À mon avis, dans peu de temps, on va voir des gens vraiment qu'on ne connaît pas, que plein de gens ne connaissent pas parce qu'ils ne les connaissent pas, mais ils vont sortir de l'ombre pour pouvoir faire en sorte que tout ça va se traduire par un grand mouvement, à mon avis, d'unité. À mon avis. Oui, absolument, absolument. D'autant que la France, comme tu le sais très certainement, est marquée par le signe du lion, donc le rayonnement qui montre le chemin, qui ah bah, si tu relis l'histoire, voilà, tout à fait. Tous les grands mouvements sont sortis de la France. Tous les grands mouvements sont sortis de la France. Donc, exactement. C'est pas par hasard. Hein, donc, et ça va continuer, c'est sûr. C'est la mission du pays, oui, absolument. Alors, autre petit volet, comme tu t'en doutes bien, Evelyne, ce qui nous intéresse le plus sur cette chaîne, c'est ton parcours spirituel, même si il est intimement intriqué à ta vie culturelle et politique. Et on ne peut que reconnaître qu'il a été particulièrement riche de rencontres faites avec des personnes exceptionnelles, comme le Dalai Lama, le Maître Shin, Anne Givaudan, Mère Mera, Piotr Fénix, etc. Aussi, nous aimerions aborder maintenant tes grandes rencontres spirituelles, si tu le veux bien. Et comme nous sommes sur la chaîne dédiée à Piotr Fénix, pourrais-tu nous parler de ta rencontre avec lui, de la nature de votre collaboration, de ce qu'il t'a apporté dans ta présente incarnation ? Piotr, d'abord, c'est pour moi, c'est encore une rencontre d'âme à âme, donc c'était formidable. Je l'ai rencontré grâce à mes amis qui le connaissaient de longue date et qui faisaient des réunions ponctuelles de méditation et de rencontres avec les uns et les autres. Et on s'est rencontrés pour la première fois à Paris avec lui. Et après, on s'est rencontrés dans plusieurs séminaires. Et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré Anne et Daniel Givaudan, avec lequel il a été très lié en Dordogne. On a fait aussi des séminaires avec lui. Donc, ça a été un enseignement et un enchaînement de rencontres et d'amitié que j'ai traduit au niveau du temps et de l'espace avec lui. Et on est même parti pendant 3 semaines en Inde pour faire une très belle méditation avec la Bhagavad Gita dans tous les temples de l'Inde, et qui a été un très très grand moment d'une grande spiritualité avec lui. Et vraiment, je peux dire, c'était des moments qui sont hors du temps avec lui. Donc, depuis tout temps, jusqu'à la fin de sa vie, on a eu ce lien indéfectible en tant que grand alchimiste qu'il était, pour pouvoir faire en sorte que on puisse continuer, lui et moi, à œuvrer dans tout ce qui nous touche le plus, c'est-à-dire l'alchimie du cœur. L'alchimie, c'est pas uniquement de changer le plomb en or, mais c'est aussi changer l'âme en lumière. Donc, grâce à lui et à tout son enseignement aussi qui a été merveilleux, qu'il a fait sur le Christ, et tous ses enseignements et tous ses écrits qui sont magnifiques. Donc, j'espère qu'on va pouvoir continuer de les partager, parce qu'il faut qu'il y ait un plus grand nombre qui connaissent tout cet enseignement qu'il a fait. Donc voilà, ça a été un moment absolument incroyable, et sa façon de partir le même jour de l'autre côté du voile avec mon ami Shin, là, le même jour à la même heure, je pense que c'est un signe, parce que je pense que tous les deux, ils se sont dit, maintenant, ça c'est plus sur terre qu'on va les aider, on va monter un peu plus haut pour continuer de les aider autrement. Voilà, c'est ma perception des choses personnelles. Absolument, absolument. Et comme tu le sais, Evelyne, Piotr Fénix a beaucoup écrit sur l'alchimie, et c'est un art qu'il partageait avec son ami le comte de Saint-Germain. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre et la nature de ta collaboration avec le comte de Saint-Germain, alias Richard Chanfray, qui a inspiré à ton ami Nicole Vanier un très beau message qui t'était destiné?
Oui, alors là, c'est le maître Saint-Germain, pour moi, c'est comme le Christ. C'est aussi quelque chose qui a traversé, comme l'archange Michael, toutes mes vies. Donc c'était quelqu'un qui me touche profondément depuis très longtemps et à mon avis, depuis beaucoup d'incarnations. Donc, c'est vrai que j'avais eu la chance de rencontrer tout à fait d'une manière abrupte notre ami Richard Chanfray, qui lui se disait être adombré par le maître Saint-Germain, ce qui était, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais enfin, en attendant, quand il était d'une certaine façon, il me disait des choses qui ne pouvaient pas venir de lui, donc je m'imaginais bien qu'il était adombré par une force spirituelle très forte. Et donc, c'était un être vraiment qui me disait des choses qui, au départ, moi, je ne connaissais pas, d'ailleurs, de Saint-Germain, sur des choses que lui me disait. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre qu'il avait cette possibilité d'être en contact avec lui. Et comme mon ami Nicole Vallier était une très, très grande médium qui a écrit des livres et qui était formidable et qui connaissait mon attachement personnel avec Saint-Germain, un jour me dit, écoute, faut que tu viennes me voir parce que j'ai une communication du maître Saint-Germain pour toi. Eh ben, écoute, je lui ai dit absolument, je reviens tout de suite. Et c'est comme ça qu'elle m'a fait cette très, très belle communication sur Saint-Germain, me dédiant ces très beaux poèmes, ces des beaux messages d'amour qu'il m'a donné et qui m'a touché jusqu'au plus profond de mon cœur, tellement c'était formidable. Et je suis en communication avec lui, jour et nuit. Il n'y a pas de problème. C'est merveilleux, merveilleux. Donc, j'allais te demander un petit peu en quoi ta connaissance de l'alchimie a inspiré et guidé ta vie, mais je pense que tu nous as apporté la réponse en parlant de l'alchimie du cœur intérieur et que c'est pour nous amener à la fusion avec notre âme et avec le Christ. Donc je pense que, à moins que tu veuilles rajouter un petit quelque chose. Non, je pense que c'est ça. La véritable alchimie, elle est là. Donc il y a ce qui est visible et ce qui est invisible. Donc les gens peuvent prendre des choses un peu d'une manière matérialiste, mais il faut hausser le ton d'une manière beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus universelle. Absolument. Et nous aimerions maintenant approfondir certaines de tes rencontres notoires, à commencer par le Dalai Lama. Comment l'as-tu rencontré et surtout introduit dans le monde politique? Oui, pardonnez-moi de te couper. Sa sainteté, je l'ai rencontré à cause et parce que je m'étais inscrite dans son mouvement sur Paris qui faisait des méditations sur le bouddhisme, car moi le bouddhisme m'a beaucoup apporté par rapport à la religion, par son loi de non-attachement et par la compassion que cette confession nous apporte. C'était un complément direct de la religion catholique. Et donc, étant sensibilisée par cet enseignement, j'étais tout à fait sensibilisée aussi par la détresse un peu de ce que le Dalai Lama pouvait supporter à cause de sa situation, je dirais, géopolitique. Donc, tous les gens de la politique n'osaient pas se mouiller, si je peux m'exprimer ainsi, avec sa sainteté. Donc, moi, j'avais dit, comme j'avais la chance maintenant, entre-temps, de rencontrer des hommes politiques, j'avais dit à son organisation que si je pouvais un jour, je serais contente de le rencontrer et de pouvoir l'aider à rencontrer des gens de la politique et faire en sorte et ce que j'ai pu, grâce à Dieu, faire. Parce que quand j'ai connu Michel Rocard, beaucoup plus tard après, je lui ai dit, ça serait bien que tu rencontres sa sainteté, parce que je pense que ça serait vraiment bien. Et lui, qui est agnostique, pas du tout dans cette obédience, bien entendu, il m'a dit, bah oui, ça serait formidable, effectivement. Et j'ai pu avoir la chance de nous faire rencontrer tous les deux. Et ça a été un très, très grand moment de grâce et de communication et de partage qui, dont l'un et l'autre, ont été vraiment bénéficiaires. Et donc, voilà, ça. Et j'avais fait, entre-temps, un grand séminaire avec le Dalai Lama en Dordogne pendant une vingtaine de jours qui m'avait préparé à cette rencontre avec sa sainteté et avec Michel Rocard. Et donc ça a été vraiment très, très, un grand moment aussi de rencontre très bouleversante dans ma vie, un point d'orgue qu'il faut relever parce que c'est des moments uniques dans sa vie. On peut pas se dire ça comme ça. C'est des moments qu'on partage, mais que moi j'ai eu la chance de le partager parce que je suis portée par ça. Ça me dépasse quelque part, je suis désolée, ça me dépasse, mais c'est magnifique. Et j'ai pu le vivre avec fluidité, avec légèreté et avec beaucoup de reconnaissance et de reconnaissance et de gratitude. Et je pense que tu aurais les mêmes termes pour décrire ta rencontre avec le maître Shin. Ah oui, ça, bien entendu. Alors, ça, c'était encore autre chose. Shin, c'était un être qui ne s'est pas incarné. C'était un avatar, comme on dit. Il saute dans un corps et qui est venu prendre un corps qui était déjà très spirituel mais très animé et j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à des amis à moi qui m'ont dit tu peux pas passer. Quand j'étais à Conscience et Présence, l'association que j'avais créée,
Il faut que tu le rencontres. C'est un être exceptionnel et tu vas voir, vous allez faire une rencontre magnifique. Et effectivement, j'ai pu après organiser des concerts pour Chine. Je l'ai suivi toute sa vie et il a même écrit, il a même fait cette merveilleuse école qu'il a créée là-bas en Inde, dans le nord de l'Inde, qui sera en même temps un temple, une école pour toute l'humanité, pour toute l'Inde, et qui devait être inaugurée par le gouvernement et tous les grands maîtres de l'Inde et même ceux de l'Europe. Mais malheureusement, il est parti avant et je voudrais savoir maintenant dans combien de temps on va pouvoir reprendre ce grand projet qui est déjà construit. Il est construit complètement. Mais j'aimerais savoir où ça en est par rapport à savoir comment on peut, mais je pense que c'est partie des choses qui vont se mettre en lumière quand la grande lumière va venir sur la Terre. Je pense que ça sera à ce moment-là qu'on pourra réunir tout ça là-bas en Inde, je pense. Quand la grande lumière de la Terre va s'ouvrir. Tu n'es pas resté en contact avec d'autres personnes qui pourraient t'informer par rapport à cette inauguration? Il faut que je reprenne contact, c'est un peu compliqué. Ils ne sont pas en France, ils sont la moitié en Suisse, d'autres en Allemagne, et donc il faut que je reprenne contact avec eux, et d'autres en Inde. Donc, mais il n'y a pas de problème. Je sais que ça se fera, il n'y a pas de problème. Et qu'en est-il de ta rencontre avec Anne Givaudan, cette femme exceptionnelle qui est reporter de l'au-delà et qui a rédigé la magnifique préface de ton livre? Anne, je te disais, je l'ai rencontrée avec Daniel, qui était mariée, elle a gagné le Marois Givaudan, et on s'est rencontrés avec Piotr en Dordogne. C'est la première fois que je les ai vus. Tous les deux. Donc on a tissé ce lien au-delà du temps, là, maintenant tous les deux. D'ailleurs, je suis autant amie avec Anne qu'avec Daniel, qui est maintenant en Canada, et que j'ai toujours en communication avec lui, et on échange beaucoup. Et avec Anne, bien entendu, je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais faire mon livre sans que ce soit Anne qui fasse ma préface. Parce que comme elle me connaît très très bien, elle connaît tout mon parcours, donc c'était inévitable pour moi de lui demander. Et elle m'a très gentiment, vraiment, offert cette merveilleuse préface, dont je la remercie encore grandement. Et là, je dois l'avoir dans peu de temps au téléphone, parce que j'ai encore eu ce matin au téléphone. Elle me dit, je rentre le week-end et je t'appelle. Donc voilà. Très bien, très bien. Et est-ce que tu pourrais évoquer ta rencontre avec Mère Mera et Amma? As-tu des anecdotes que tu aimerais partager avec nous et nos auditeurs à ce sujet? Écoute, je n'ai pas beaucoup de grandes anecdotes. Mère Amma est une femme absolument époustouflante, merveilleuse, divine, c'est une mère divine. Donc, en prenant 45 millions de personnes dans ses bras, en leur disant tout l'amour qu'elle exprime. Donc, pour moi, je l'ai rencontrée à ce moment-là parce que je faisais partie du staff qui était autour d'elle. Donc, je l'ai rencontrée là, mais je n'ai pas une anecdote plus particulière que ça, que d'avoir cette prise d'amour et de contact avec elle, ainsi que Mère Mera, c'était plutôt des séminaires, des enseignements. Je suivais avec beaucoup grand intérêt. Ce sont deux femmes merveilleuses. Et moi, les femmes qui font des choses merveilleuses, je suis près d'elles parce que vraiment, je trouve que la femme aujourd'hui, elle a un rôle essentiel. Et j'ai eu la chance de les rencontrer toutes ces femmes, que ce soit Mère Mera, c'est Jasmine, qui elle travaille sur la lumière depuis des décennies, et sur Maître Suprême Ching Hai, qui elle aussi travaille pour la paix, pour les enfants, elle est végane et dont elle produit justement, elle veut absolument que le monde entier devienne végane. Donc voilà, donc c'était pour continuer d'enchaîner pour que toutes ces femmes puissent les unes et les autres se réunir à un moment donné et faire en sorte que nous puissions ensemble créer cette humanité nouvelle. Voilà, humanité nouvelle. Et d'ailleurs, au sujet des femmes, tu as présenté ton livre récemment au Sénat dans le cadre d'un dîner-débat avec tes amis de Femmes d'abord. Donc on voit que ton attachement, ton combat auprès des femmes est plus actuel que jamais. C'est sûr que si les femmes étaient au gouvernement, ça se passerait un petit peu mieux peut-être quand même. Faut bien se dire, parce que la femme, elle est quand même mère avant toute chose et elle a une autre compréhension de la vie, parce qu'elle porte la vie. Et les hommes ne portent pas la vie, donc ils portent autre chose. Ils sont complémentaires avec nous. Mais c'est la femme qui est importante aujourd'hui. Ça, c'est un renversement un petit peu essentiel pour que les choses puissent après se partager d'un commun accord entre les hommes et les femmes pour faire cette belle unité qu'on aspire tout au fond de nous-mêmes, d'avoir cette unité. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Il faut qu'on soit tous ensemble pour réunir cette humanité nouvelle, c'est certain. Mais les femmes ont un rôle important, elles ont un rôle important là. Absolument, et dans notre richesse de complémentarité, et non de vouloir devenir égaux. Voilà, pas de compétition, c'est ça. Cette complémentarité qui voilà, est si pas de compétition, riche. non, pas du tout. Complémentarité, mais pas de compétition. Complémentarité, c'est ça. Absolument. Complicité, complémentarité et conscience, voilà c'est c'est formidable. le mot-clé, oui, tout à fait.
Et pour finir ce tour de table de tes rencontres principales, nous ne pouvons pas ne pas évoquer celle avec Grégory Grabovoï. Ah oui. Ah bah, grand maître russe aussi, lui, alors grand scientifique russe, magnifique, avec lequel j'ai eu la chance d'organiser ces séminaires à Paris pendant très longtemps, plusieurs années, avec ces différents intervenants qui venaient là pour donner son enseignement, aussi bien sur l'amour, sur la paix, sur la joie, et avec toute cette technologie qu'il a mis au point maintenant pour que les êtres humains aient, avec la technologie, la possibilité de se renforcer par rapport aux énergies nouvelles qui sont en train d'arriver sur Terre. Donc, on est en train de préparer pour lui aussi. Je pense qu'on va faire pour le faire connaître d'une manière beaucoup plus universelle, un film sur lui, sur sa vie, pour que le monde prenne conscience de la personnalité qu'il est. Avec notre ami Patrice Dernay, qui a monté tout un centre magnifique dans le sud de la France. Et je pense qu'on va faire quelque chose de formidable. Et je vais y participer, bien entendu, j'en suis très heureuse. Eh ben, on a hâte d'avoir des nouvelles, que tu nous informes. Absolument. Et est-ce que tu peux nous parler du mouvement pour la dignité humaine auquel tu as participé? Est-ce que ce mouvement existe toujours? Peut-on y adhérer? Comment y prendre part? Non, malheureusement non, parce que c'est le maître Chine qui a créé le mouvement. C'est le maître Chine qui a créé le mouvement de la dignité humaine et qui m'a demandé d'en être la responsable par rapport à ici en France. Et il a lancé les bases. C'est pour ça que je l'ai écrit dans mon livre. Il a lancé les bases de ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la dignité humaine, c'est la base, c'est la pierre d'achoppement de cette nouvelle civilisation. On peut pas rien faire sur la dignité, parce que là, tout est en train de devenir indigne. Donc, il faut absolument revenir à la dignité totale dans toute sa pureté. C'est essentiel. Et donc, je défends ça depuis très longtemps autour de moi et en moi. Et avec mes écrits, avec tout ce que j'ai pu faire. Absolument. La dignité est quelque chose d'essentiel et d'important. Et d'ailleurs, quand j'avais écrit mon livre, Stéphane Hessel, qui est un grand aussi porteur de la dignité, m'avait envoyé un petit mot en me disant « Evelyne, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez écrit. » Mais effectivement, il faut remettre l'humain au cœur des choses, quoi. Exactement. C'est l'humain, exactement. C'est l'humain et toute son humanité. Absolument. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le profit, c'est des intérêts financiers qui priment sur le bien-être de l'humain et sur sa dignité, quoi. C'est ça qui ne va plus aujourd'hui, quoi. Oui, mais enfin, les choses vont changer, ne vous inquiétez pas, les choses vont changer très rapidement quand même. Quand ça va changer vraiment d'une manière draconienne, drastique. Ça va être tout à fait différent. Tout à fait. Un tsunami spirituel, dirons-nous. Ah oui, ça sera un grand tsunami spirituel. Ça sera le grand réveil, le grand réveil des éveils, absolument. Absolument. Et on a tous hâte que ça arrive. Oui, tout à fait. Ah bah nous aussi, on a hâte. Bon, on est venu pour ça, donc je suppose que moi je suis venu pour le vivre. On est venu pour le vivre, pour y participer et le vivre et l'amplifier si on peut, donc c'est sûr. Exactement. D'où l'intérêt d'émissions comme aujourd'hui pour essayer de toucher le cœur d'un maximum de personnes. Le plus de monde possible, absolument. Car quand les gens, on leur parle d'une autre manière, et les gens sont tout à fait ouverts. Il y a une grande attente aujourd'hui au niveau de l'être humain. Il y a une grande attente, une grande écoute pour voir. Là, vraiment, les gens se sentent perdus parce qu'ils n'ont pas de la référence par rapport peut-être à leur éducation, par rapport à quelque chose. Ils n'ont plus de base. Mais maintenant, grâce à nous, on va pouvoir peut-être les aider à justement. Là, on est là pour ça. On est au service de eux, pour les aider à passer ce cap qui va être, à mon avis, assez difficile quand même. Oui, absolument. Et à ce sujet, on voit bien que la jeunesse actuelle est en grande souffrance. Quand on voit le nombre croissant de suicides, c'est assez alarmant. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à cette jeunesse pour essayer de trouver le bonheur et un sens véritable à leur vie, pour éviter ce geste dramatique? Ah oui, mais alors là, c'est une question d'éducation, c'est une question d'éducation, je suis désolée, c'est une question de les parents ne font plus leur rôle, donc leur dire qui ils sont vraiment. C'est ça, il faut commencer par leur donner les bases de qui ils sont vraiment, que chaque être humain est une âme, et si on leur donne pas ça, ils peuvent pas savoir, ils sont uniquement branchés sur la télévision et le téléphone, donc c'est pas possible. Faut leur donner la véritable orientation de ce qu'ils sont profondément eux-mêmes. Il n'y a qu'avec cette connaissance d'eux-mêmes qu'ils ne pourront que progresser et comprendre certaines choses, sinon c'est incompréhensible.
Là, si on s'attaque qu'à côté matérialiste, c'est pas possible. Alors qu'on est dans une dualité en ce moment entre le ciel et la terre. Absolument. Et remettre aussi, comme tu dis, la juste éducation au centre du débat. Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement, une éducation exactement. complètement C'est ce que je disais, oui. C'est pour ça qu'on avait fait les petits citoyens avec mon ami Dominique Sidbon, qui était une petite formidable, que j'ai créé avec elle, c'est moi qui l'ai poussé à créer cette association. Et on avait créé la citoyenneté des enfants de 7 à 11 ans, dont j'étais la présidente. Et ça avait été un moment magnifique qui a ouvert même des écoles en Europe, partout. Et ça a été un moment, il y avait toutes les femmes de Premier ministre, d'ailleurs, qui étaient à nos côtés et tout ça. On a été reçus et tout ça. Ça a été un grand moment aussi. Ça a été pour les enfants. On a commencé par les enfants. Parce qu'il faut commencer par les enfants très petits. Il faut les prendre très petits, les enfants. Hein? Et si on les met très petits, parce que maintenant, les enfants d'aujourd'hui, ils comprennent tout ça très, très vite. Quand on voit ce qu'ils font, les enfants qui ont 2-3 ans, qui sont vraiment des amis merveilleux, il y a vraiment un canal, là, vraiment magnifique à exploiter. Ça, c'est vraiment formidable. Absolument. Absolument. Il y a une expérience d'ailleurs qui a été faite, alors je ne retrouverai plus le pays, mais ils ont créé une école où dès le plus jeune âge, on ne leur parle que de paix, de respect, d'amour. C'est ça. C'est ça, c'est la base. C'est exactement ça. Et voilà, exactement. Il faut leur parler de paix, il faut leur parler de ce qu'ils sont et tout ça. Il faut les faire rêver autrement, tu vois ce que je veux dire. Et c'est certain, c'est exactement ça. Et les enfants seront très ouverts parce que les enfants qui viennent aujourd'hui sont plus les mêmes d'hier ni d'avant-hier. Ce sont des enfants qui viennent déjà avec un bagage, si je peux m'exprimer ainsi, chargé de spiritualité quelque part. Donc on aura un beau travail à faire avec eux parce qu'ils sont prêts, archi prêts. Oui. Le gros travail, c'est de changer les mentalités des parents parce que pour avoir été dans l'enseignement, on peut enseigner quelque chose à un enfant. Mais voilà, mais quand chez lui, les parents disent tout le contraire de ce qui a été enseigné, ça devient compliqué. Donc il y a une double éducation à faire. C'est certain. Oui, tout à fait. Ah oui. L'éducation, elle vient plus des parents que des enfants, je dirais. Plus des parents que des enfants. Et quels sont les événements aujourd'hui qui te donnent de l'espoir pour le futur ? Est-ce que tu vois des signes qui annoncent l'avènement de ce nouveau monde, si nécessaire pour la survie de l'humanité, on peut dire ? Écoute, on a des signes en coulisses. On nous dit que oui, tout est en train de se préparer. Les êtres avec lesquels on communique dans d'autres sphères nous disent que tout est en place, que la lumière a déjà triomphé et que tout va arriver comme il faut que ça arrive. Ça, c'est ce que tout le monde nous dit depuis très longtemps. Donc, on le sait. Ça, on le sait. Que la lumière a triomphé de l'ombre et que voilà, mais c'est que le combat, il est en pleine possession de ses moyens en ce moment. On est dans un combat. Donc, c'était le combat qui était annoncé depuis 26 000 ans, 13 000 ans, 2 000 ans. Et là, on est en train d'être dans une conjoncture cosmique absolument démente. Et on a une conjoncture qui réunit ces trois grandes étapes de l'humanité. Donc, c'est inouï, quoi. Ce qui se passe au niveau de la planète, avant, ça se passait au niveau de certains continents, mais là, c'est au niveau de la planète tout entière que ça se passe. Donc, c'est le grand réveil de la planète tout entière pour que l'humanité se réveille et devienne enfin cet être de lumière. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le challenge. C'est ça la vérité. Oui. Et qui va éclater. Tout à fait. Pour le plus grand bien de l'humanité. Il y en a qui parlent de 2027, 2030, donc c'est à notre porte. Oui, plein de gens ont des dates. Il va se passer des choses. Je pense qu'il va se passer des choses encore pendant pas mal d'années, là. En 2026, il y aura des choses, 2027 aussi. Mais à chaque fois, ça sera pour que les êtres humains prennent conscience de plus en plus de ce qu'on est en train de dire. Voilà. À chaque fois, il y aura des étapes pour que l'être humain se réveille le plus possible et le plus vite possible et le mieux possible. Absolument. Oui, tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet, tu écris dans ton livre, et je te cite, « L'humanité est en train de vivre la plus grande transformation de son histoire. Et nous sommes effectivement à l'aube aujourd'hui d'un nouveau monde, où l'amour, la bienveillance, la compassion seront les moteurs de nos actions. Qu'est-ce que, de façon concrète, presque au jour le jour, quels sont les petits conseils de vie que tu aimerais partager avec les auditeurs ? De vie, c'est-à-dire d'être toujours à l'écoute des autres, d'être à l'écoute et de communiquer avec les autres. Quand je vois, quand on a un regard bienveillant, quand on a les choses changent immédiatement. Moi, je vois, je l'ai testé des milliers de fois tous les jours, je le teste tous les jours. C'est que quand on est à l'écoute des autres, et bien écoute, c'est formidable. Tout se fait de manière miraculeuse. Et il y a aujourd'hui cette ouverture qui fait que les gens sont tellement en demande que c'est beaucoup plus ouvert qu'avant. Là, je sais qu'aujourd'hui, les êtres peuvent très très vite se rentrer en contact les uns avec les autres. Et donc c'est ça qu'il faut faire, être à l'écoute des autres, être à l'écoute des demandes et pouvoir communiquer le plus possible et pouvoir les aider et partager.
C'est la seule chose que je vois de très concret et de très pragmatique. Absolument. Moi qui prends les transports en commun régulièrement, il suffit de faire un sourire, de sourire aux gens. Ils ont beau avoir leurs écouteurs sur les oreilles, on leur sourit et les gens répondent avec un sourire. Mais c'est extraordinaire. C'est béni pour toute une journée à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Moi, quand je suis dans la rue, dès que je croise quelqu'un, moi je m'imagine dans la lumière autour de tout le monde. Je visualise. Voilà. C'est un petit travail qu'on fait comme ça inconsciemment, mais voilà. Et c'est ce qu'il faut faire. Et être toujours dans cet état de bienveillance et de conscience. Il faut être conscient de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on dit. Car toute une action et une interaction sur toutes nos actions. Tout à fait. Oui, c'est vrai que des fois, un simple bonjour dans la rue, ça peut illuminer la journée d'une personne, quoi. C'est vrai que c'est avec un sourire, c'est magique. Tout à fait. C'est répondre gentiment, être à l'écoute, un sourire. Voilà, alors là, ça peut vraiment apporter un grand bonheur à quelqu'un. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je voudrais juste citer une phrase que Anne Givaudan a écrite dans les remerciements de ton livre, parce que elle résume finalement tout ce que tu as développé dans cet ouvrage avec le cœur et l'amour. Lorsque l'humain aura compris que son intelligence n'est pas dans le mental, mais dans l'amour qu'il aimait, alors ses créations seront d'une toute autre dimension, sans oublier jamais que votre véritable avenir, selon une prédiction lointaine, est de devenir comme Dieu lui-même. Je pense que tu ne peux qu'adhérer à cette... Ah oui, c'est pas il y a des yeux, là, c'est vraiment... Ah oui, non, mais c'est magnifique. J'ai adoré son livre d'ailleurs. Je l'ai lu et relu, il est magnifique, son livre. Et le dernier livre qu'elle a fait est magnifique. Le dernier en date? Le dernier livre qu'elle a fait, oui, il est magnifique. J'encourage beaucoup de monde à l'acheter parce qu'il est vraiment là. Il résume bien la situation de maintenant et tout ça. Il est magnifique, son livre. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Et Evelyne, on ne peut pas faire l'impasse dans cette interview sur tes merveilleux compagnons qui ont été à tes côtés ta vie durant, à savoir tes chats persans. Nous savons qu'ils ont un rôle particulier à jouer, notamment au niveau des ondes et de l'invisible. En quoi ont-ils été importants pour toi dans ta vie? Alors, ce sont mes petits compagnons de tout le temps. Ce sont mes vrais petits compagnons. Ça, je dois dire que j'ai eu des persans pendant toute ma vie. Voilà, depuis 20 ans, 30 ans, j'ai eu toujours des persans avec moi. J'en ai eu 5, 6, jusqu'à une dizaine en tout. Et j'en ai eu un en particulier qui m'a accompagné partout, qui a fait le tour du monde avec moi, qui l'a accompagné pendant jusqu'à 20 ans, jusqu'à ce qu'il parte dans mes bras en souriant, qui a été formidable, qui était un compagnon absolument inouï. Il a fait avec moi aussi bien le tour du monde, en avion, en car, en train, à tous les niveaux. Donc c'était un être exceptionnel. Et donc voilà, donc ça c'était voilà. J'ai pas eu beaucoup d'hommes dans ma vie, je n'ai pas vécu avec beaucoup d'hommes, j'ai vécu beaucoup avec mes chats et ça a été merveilleux. Ça a été une compensation vraiment sur un plan spirituel qui a continué. Parce que ce sont vraiment des êtres qui sont magiques, qui sont mystérieux, qui sont silencieux et qui sont pleins de compassion et d'amour et de lumière aussi. Et toujours un amour inconditionnel. C'est ça qui est extraordinaire. Toujours. Oui, absolument. Alors, nous, pour conclure un petit peu, en 1990, on revient un petit peu en arrière, tu concluais ton discours de remerciement pour ta remise de la médaille d'officier des arts et des lettres avec un message d'espoir, prophétique, dirons-nous, qui annonçait déjà ce que nous nous apprêtons à vivre, et nous aimerions beaucoup partager ce message que tu as donné avec nos auditeurs par un court extrait. Tout diamant conserve une âme de charbon. Sache que tu n'es rien. Essaye d'être bon. Tâche de vivre en paix avec les autres hommes. Tu peux l'approfondir, tu peux tourner autour. Rien ne te sortira de l'ombre que l'amour. L'amour universel est l'expression de la bonne volonté à créer l'espace dans lequel il est permis à quelque chose de changer. L'amour, c'est la voie de la vie. Alors, faisons de nos pensées et de nos actions des lumières pour l'éternité. Et que l'égalité par les cultures soit le flambeau qui éclaire les nations.
Vraiment magnifique discours. Malheureusement, nous allons bientôt arriver à la conclusion de cette émission. Est-ce que tu aimerais partager avec nos auditeurs une dernière chose, quelque chose que tu aimerais... Eh bien, écoute, oui, un grand bonheur à vous d'abord de m'avoir convié à cette heure de délices et d'échange et de partage, ainsi qu'avec tous vos adhérents, que j'espère, ils auront, l'écoute aussi attentive que nous, on a eu de l'exprimer pour eux, et surtout de se dire que vraiment, tout est devant nous, l'avenir est devant nous, et que si on peut communiquer le plus possible les uns avec les autres, eh bien, cet avenir merveilleux va se dérouler comme il faut qu'il se déroule, avec beaucoup de paix, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de lumière, mais que l'unité des cœurs est essentielle. Et donc, j'espère que ce moment qu'on a passé ensemble, et moi, ce livre que j'ai écrit, pourront les porter à se donner les bonnes questions, les bonnes réflexions, pour qu'eux aussi deviennent, chacun à leur niveau, des êtres de lumière. C'est mon choix et c'est mon vœu le plus cher, car plus on sera nombreux sur cette terre à avoir cette compréhension, cette compassion et cette conscience éclairée, eh bien l'humanité pourra définitivement se réaliser dans l'amour et la lumière. Merci à vous tous, avec tout mon amour et ma compassion. Soyez bénis. Merci infiniment, chère Evelyne, pour cet échange passionnant, et j'espère qu'il vous aura apporté, chers auditeurs, autant qu'à nous. Nous ne pouvons que vous conseiller vivement la lecture de ce livre inspirant, car c'est un témoignage rare d'une vie professionnelle et spirituelle brillamment réussie. Nous te souhaitons une très belle continuation et remercions tous nos auditeurs pour qui nous préparons de prochains volets tout aussi passionnants. Merci Evelyne, merci Aurélien qui gère la technique, merci à vous tous et à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne Piotr Phoenix. C'est gratuit. Ce petit geste nous aide beaucoup pour permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir nos vidéos. Merci à vous.